présente Tim que vous n'avez jamais vu, mais il fait bien partie de The Without It Box. Il travaille là. Mais on le cache un peu. C'est la deuxième fois que je fais ce double. Oui, parce que Elle l'a fait à chaque live. on le voit jamais. Hein. Non, jamais. Moi, je monte pas mettre. Mais c'est vrai que j'ai chopé mes cheveux. Mais si, je t'ai vu sur l'autre live. Ah ouais, Nouvel employé. Salut, moi c'est. Nouvel employé. Sous sa chevelure. Hein. La nouvelle chevelure. La chevelure. Alors, alors, je suis en train de chercher ce qu'on doit faire aujourd'hui. Bah, tout était préparé. Salut. Alors, du coup, je sais pas s'il y a du monde. De toute façon, on enregistre là. Normalement, ça enregistre. Du coup, aujourd'hui, on a un live sur l'entraînement et sur la nutrition. Donc, après, là, il y a Deb, hein, vous la connaissez. Coucou. Et du coup, aujourd'hui, on a aussi Enzo, donc, qui est coach dans plusieurs salles de CrossFit. Donc, je laisserai se présenter un petit peu après. Donc, voilà. Donc, là, c'est l'Igoda Outfit du mois d'octobre, un peu en retard. Ne vous inquiétez pas. J'étais pas au courant de ça. C'est l'octobre-novembre. Ah, mais oui, mais on a été décalé. On a été décalé. Et ce Déborah n'était pas là. C'est le changement d'heure qui Le nous changement a d'heure, perturbés. Elle a oublié de lever et du coup, voilà. Ah oui, Mais voilà, du coup. donc, c'est Donc, je laisse Enzo pour l'instant se présenter pendant que je vais chercher une question. Donc du coup moi c'est Enzo, je suis coach depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Je coach principalement à Vienne CrossFit et aussi à CrossFit Elite 300, donc dans 2 box de CrossFit. Je me lance pas mal dans la progrès en ce moment, progrès individualisé du coup, type compétition, mais aussi dans la prépa physique de manière générale, autant CrossFit, Aerox, muscu, course, un peu tout ce qu'on peut toucher. J'évite un petit peu la nutrition, je m'en suis un peu écarté. C'est le boulot plus de Déborah et c'était un peu relou pour moi, je l'admets. Donc je préfère la programmation plutôt type athlétique et je laisse le travail des diètes à ceux qui doivent s'en occuper. Donc voilà un peu pour moi en gros, pour mon petit CV. Alors, Elle s'y attendait pas. qu'est-ce qu'on Moi, je pense que les membres de la commune me connaissent. Je suis Déborah, je suis toujours diète depuis la dernière fois, toujours spécialisée en nutrition sportive. J'accompagne du coup des athlètes dans la recherche de leurs objectifs, que ce soit des objectifs de perte, de récupération, enfin, d'optimisation de la récupération, des objectifs liés au poids, donc ça peut être de la perte de masse grasse, ça peut être aussi de la prise de masse, dans divers objectifs, tout simplement en lien avec les objectifs sportifs. Donc c'est intéressant de discuter aussi avec Enzo parce que du coup nos jobs se relaient quand même bien. Clairement. Tim est toujours en galère. Peux-tu te présenter? Nouvel employé. Moi, je suis personne. Moi, je suis Timothée. Donc, je suis un des cofondateurs de Without It Box. Anciennement coach à une époque lointaine aussi. Et vous ne me voyez pas souvent parce que je ne me montre pas souvent. Du coup, vous connaissez plus Andy. Aujourd'hui, il est derrière la caméra en train de lire vos commentaires, vos questions. Enfin, pour l'instant, je pense qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Mais voilà, du coup, moi, c'est Tim. 32 ans, 33 ans même, putain. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais bon. Enfin bon, bref. T'as retrouvé ton fichier. Pas du tout. Non, ça va le faire, ça va le faire. Mais j'ai ça si tu veux, j'ai des questions. Mais non, moi je les ai les questions. Donc de toute façon, aujourd'hui, moi aussi je suis pareil. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet, donc c'est comment adapter son entraînement et sa nutrition pour progresser sans s'épuiser. Donc on va avoir plusieurs sujets. Donc en fait le but c'est que Enzo développe ces différents sujets. Donc après s'il y a des questions pendant le live, n'hésitez pas à les poser, comme ça Andy pourra nous les donner. Du coup Enzo pourra répondre si c'est sur le côté entraînement. Et du coup Déborah sera là pour rebondir aussi sur le côté nutrition. Donc par rapport à ce que Enzo dit, si jamais il y a des petites adaptations à faire au niveau nutritionnel par rapport justement au volume d'entraînement ou aux charges ou au fait que des fois vous êtes peut-être un peu plus cramé à cause d'une augmentation de volume ou inversement si vous allez un peu mieux en fonction d'une diminution de volume, elle pourra justement rebondir là-dessus. Donc voilà, donc on avait fait 4 grands sujets, donc Kenzo avait un peu travaillé en amont. Bien sûr le but c'est, pareil, si moi j'ai des questions par rapport à ce qu'il dit, je vais les poser. Le but c'est que ce soit interactif au maximum, mais aussi que Enzo puisse développer son point de vue par rapport à son expérience et à ce qu'il connaît du coup de l'entraînement. Donc, je ne sais pas si du coup Enzo, tu avais commencé par développer du coup les sous-sujets ou si tu avais
une introduction en général sur l'adaptation. Non, Non, t'as pas j'ai pas d'intro, C'est pour savoir, après, il y a pas de. Faut savoir que je lui ai rien demandé. Hein. Je lui ai dit il y a 3 semaines, 1 mois, tu veux faire un live? Ok, je lui ai envoyé une liste de questions, il m'a dit nickel. C'était exactement Et ça. voilà. Du coup, ce matin, je lui ai dit n'oublie pas, il y a le live ce soir, je lui ai envoyé l'adresse. Donc voilà, on n'a pas non plus préparé à fond Non, le truc. ça se fait Mais- ici. Mais voilà, ça se fait comme ça. C'est Vraiment, bon, c'est ça. le but, c'est de l'interaction, c'est de l'échange. Voilà. Si c'est trop préparé, ça se voit. Comme ça, je la prends Comme un on prend revers, un elle me renvoie au détour, coup ouais, droit. c'est ça. Comme ça, on puis peut voilà. envoyer des petites questions aussi à Déborah. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions un peu spécifiques sur l'entraînement, posez-les bien sur la nutrition. Oui, non, c'est vrai que ça peut être intéressant s'il y a des questions aussi en lien avec ce que dit Enzo. Donc voilà. Donc en fait, le premier sujet qu'on avait, c'était comment gérer son entraînement. Donc suivre la programmation de la boxe vs suivre une programmation perso. Donc on va faire sujet par sujet, ou tu veux que j'évoque toutes les étapes Tout je vais dire, si tu veux, comme ça on les fait après. Après, la deuxième partie, c'était comment savoir quand augmenter ou diminuer sa charge d'entraînement, enfin sa charge de travail du coup. Comment ajouter des séances spécifiques sans se cramer. Donc par exemple, vous suivez votre prog de la boxe, vous avez pas envie de prendre une prog spécifique, on va dire une prog perso, bah vous allez pouvoir quand même ajouter des petits blocs à côté, par exemple des blocs gym, cardio, haltéro. Bah là, le but c'est de savoir quand est-ce que vous pouvez le faire et pourquoi, et surtout comment le faire correctement pour pas vous blessiez bêtement. Et la dernière partie, bah, c'est pas une dernière partie du coup, mais c'est plutôt une partie générale, c'est comment adapter son alimentation par rapport à tous ces sujets-là qu'on va aborder. Donc voilà. Bon, bah, je te laisse partir sur Sur le sur premier, ta petite présentation. prog de boxe versus prog perso. C'est ça. Donc j'expose ma vision de la chose là-dessus. En gros, prog box, bah, c'est ce qui se fait dans toutes les salles de CrossFit, les WOD traditionnels que vous retrouvez tous les jours, qui n'ont pas forcément de plan précis, qui sont là pour vous faire progresser. Ils ont des liens les uns entre les autres, mais forcément, si vous ne venez pas tous les jours, vous n'allez pas bénéficier à 100% de ces liens. Donc ça, c'est forcément ce qu'on va recommander sur un débutant, voire même un intermédiaire, donc quelqu'un qui est en découverte, qui recherche un nouveau sport, ou quelqu'un qui a juste envie de bouger. Pour ensuite aller au-delà de ça, se spécialiser, sans parler tout de suite de compète, mais ne serait-ce juste que de vouloir avancer un petit peu dans le CrossFit, de vouloir s'améliorer un petit peu, de devenir meilleur, développer des skills, des qualités physiques, etc. Il va tout de suite falloir bosser un peu plus de son côté, donc ça commence déjà par participer à plus de WOD de la boxe, passer de 1 ou 2 par semaine à quelques-uns en plus, continuer de s'améliorer, continuer de s'adapter à tous les mouvements, de les connaître, d'en aimer, d'en détester. Les burpees, on sait qu'on aime tous en général, pourtant c'est pas le plus dur, même si voilà. Donc ça va être la première base. Quand vous avez cette base sur les procs de boxe, souvent on veut trop vite griller l'étape et se dire allez je me lance, soit je vais faire des compètes et c'est cool, du coup ça fait développer des nouvelles envies, des nouveaux objectifs, et dans ce cas là on va aller chercher des programmations, donc proc perso, mais on oublie souvent que du coup on n'est plus coaché, on oublie souvent que du coup on n'est plus forcément suivi. Il y a des bons et des très mauvais suivis, hein, comme dans toute discipline. Donc souvent on peut trouver vite fait des PDF, trouver vite fait des choses mais qui n'ont pas forcément de lien. Et c'est là où il faut faire le bon rapport entre la proc de la boxe et une proc qu'on pourrait prendre soi-même. Le suivi personnalisé, moi je le recommande du coup quand on veut vraiment se spécialiser, mais il faut qu'il soit vraiment personnalisé, vraiment suivi avec quelqu'un et vraiment adapté. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain on s'enlève de tous les WOD de la boxe. Au contraire, pourquoi pas de temps en temps faire des WOD de la boxe. C'est aussi pour ça que l'idée c'est d'avoir le coach qu'il y a dans votre box, au moins il est au courant des WOD de la semaine, il peut faire le parallèle et vous programmer donc autant avant en renfo ou après, etc. Le plus justement en termes de programmation. Donc voilà ma vision en gros au début, et le temps de s'habituer ça peut être, moi j'estime c'est 6 mois à 2 voire 3 ans qu'on peut commencer à faire ça déjà, de s'entraîner en boxe, ne pas précipiter les choses. Déjà, si vous arrivez à faire 1 an, à venir 4 à 5 fois par semaine en CrossFit, c'est déjà plutôt correct. Ok, alors il y a forcément des vacances, etc. Mais histoire de vraiment avoir un rythme, une fois que c'est fait, si on sent qu'on stagne et qu'on veut une progression, bah là, se développer, aller dans les cours de spé, parce que souvent dans les box, il y a des spé de gym, d'haltéro, de cardio, etc. Faire de la diversification, s'il y a du renfort musculaire, etc.
toucher un peu à tout et une fois que c'est fait, pourquoi pas amener petit à petit du perso, donc du programme perso avec un coach, éviter tout ce que vous trouvez sur Insta, éviter tout ce que vous trouvez sur TikTok, sur ChatGPT, parce que ChatGPT est très bien, c'est un très très bon outil, mais quand on lui envoie les bonnes informations, je vous avoue que les pros de ChatGPT c'est cool, mais lui il ne vous voit pas bouger, il ne sait pas les antécédents que vous avez, il ne sait pas les déséquilibres que vous avez, donc c'est comme ça qu'après moi je le remercie parce que je vous récupère un peu tout cassé, mais ça me fait du boulot. Donc je suis très franc, vous le verrez. C'est très franc ce que je dis, mais c'est vrai, malheureusement c'est la réalité. Pareil sur les progs Insta, ça marche 6 semaines, ça marche 8 semaines, ça marche 1 an. Et au bout d'un an, j'ai 2 genoux en vrac et une épaule qui pique, je comprends pas. Et c'est là que vous venez me voir. Et après, du coup, on reprend à zéro. Et malheureusement, on a perdu 1 an, 1 an et demi. Donc voilà, un petit peu. Voilà. Là-dedans, énorme enjeu, c'est l'alimentation. Forcément, parce que la récupération c'est 60-70% de votre travail. On fait tout à la salle, mais c'est après que vous récupérez, c'est après que vous transformez, c'est après que qu'on change, que le corps s'adapte. Et ça passe par une bonne récup. Une bonne récup, c'est donc une très bonne alimentation. Et là, je peux renvoyer la balle à Déborah. Sur le début de l'entraînement au CrossFit, je pense qu'on l'a déjà abordé dans un précédent live, c'est déjà d'être sûr qu'en termes de couverture des besoins énergétiques, vous couvriez effectivement vos besoins. En consultation, je me rends compte que j'ai beaucoup de patients finalement qui ne mangent pas assez et que l'alimentation est très souvent mal répartie. Donc on a plusieurs cas de figure, soit trop peu de protéines, soit trop de protéines. Je me rends compte que les garçons, généralement, ont tendance à venir avec leur shaker dans tous les sens. Et des fois, ils vont oublier d'autres éléments importants de l'alimentation. Et au contraire, on peut avoir d'autres personnes qui vont venir et manger trop peu de protéines. Donc en fait, il y a aussi une question d'objectif en lien avec la nutri. Qu'est-ce que vous voulez faire sur l'objectif physique? Est-ce que vraiment vous voulez performer? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Parce que pareil, il y a ça qui rentre en compte et je trouve que c'est important de l'aborder. Si vous voulez perdre du poids en termes de performance, c'est toujours on n'est pas au meilleur de son énergie quand on est en recherche de perte de poids, parce que l'idée c'est de déséquilibrer l'alimentation et d'être en déficit énergétique. Or, si vous voulez vraiment performer et être à 100% de votre énergie dans ce que vous pouvez donner dans votre sport, l'idée ce serait d'avoir des apports qui permettent de couvrir vos dépenses. Donc déjà il y a ça, il y a cet élément sur lequel il faut réfléchir, qu'on peut pas forcément tout faire à 100% en même temps. Et après par contre voilà, sur les débuts au CrossFit, déjà de s'assurer de s'alimenter en fonction de ses objectifs corporels, performance, récupération, et de s'assurer d'avoir suffisamment de tous les éléments essentiels dans l'assiette. Donc des macros, suffisamment de protéines, suffisamment de glucides, parce que il en faut tout de même, c'est un élément hyper important dans la pratique du CrossFit pour soutenir de bons stades d'énergie, des fibres et aussi des micronutriments que vous allez pouvoir déjà apporter en grande partie par l'assiette, sans aller chercher à toucher 1 milliard de compléments dès le départ. Quand on fait 1 à 2 watts par semaine ou 3 watts par semaine, on n'a pas besoin d'aller chercher tous les compléments qu'il y a sur le marché, mais déjà d'optimiser l'assiette. Donc voilà, il y a des choses qui rentrent en compte sur l'alimentation qui sont importantes aussi. Et quand on ne sait pas trop, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel de santé qui s'y connaît là-dedans, ou à poser les questions à des personnes qui sont diplômées. C'est super important. Et d'éviter, comme ce que tu disais finalement précédemment, ce que vous allez pouvoir retrouver sur Insta, sur chat aussi, les grandes modes, les grandes tendances qui parfois vont être très bien, vont vous aider à aller vers vos objectifs, mais qui ne sont pas toujours des éléments qui vont soutenir la santé finalement. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est pas mal. Sinon je vais parler une heure aussi. Ça va. Une question. Je me suis pas arrêté moi. Toi, du coup, comment tu détermines quand est-ce qu'un athlète doit justement augmenter ou réduire son volume d'entraînement? Le volume d'entraînement. Non, Ouais, sur la deuxième question. Du coup. on est sur la deuxième, mais en gros, quand est-ce qu'un athlète, pas forcément le volume, mais du coup, quand est-ce qu'il peut partir sur de la prog personnalisée ou rester sur la prog de boxe plutôt? Tu l'as dit tout à l'heure, au bout d'un an, mais en fait, est-ce qu'il y a un niveau à atteindre? Parce qu'en termes de temps, en fait, on peut très bien faire 1 an d'entraînement. Je vois ce que tu veux Une dire. personne stagne pendant des années. En fait, est-ce que le but, justement, si jamais il y a une stagnation par rapport à ça, par exemple, je vois des gens, c'est 3 ans qui font du CrossFit, ils passent pas de pull-up ou des choses comme ça, c'est parce qu'en fait, par rapport à leur rythme d'entraînement qui est de 2-3 fois par semaine, ils n'ont pas le temps de développer les capacités physiques qui permettent justement de travailler ces mouvements-là
correctement. Et du coup, la question c'est est-ce que pour toi, ces personnes-là devraient passer aussi à côté potentiellement soit sur une prog de boxe, enfin rester sur leur prog de boxe, en demandant justement au coach en fonction de leurs différents objectifs, la programmation de la boxe pour pouvoir venir aux séances qui sont qui leur permettraient de développer ces capacités-là, ou est-ce que pour toi ce serait à ce moment-là intéressant, même si la personne n'a pas le but de faire de compétition ou quoi que ce soit, mais juste s'améliorer, de passer sur une programmation un peu personnalisée? Bah, c'est là où du coup je peux rebondir entre guillemets, c'est très vrai parce qu'au final, dès les premiers mois, vous pouvez avoir certains objectifs. En fait, ça va tout dépendre de chacun de son objectif. Quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui peut faire ça que pour de la santé, peu importe ce qu'il va faire, il s'en fout. Tant que lui, il va bouger, il va être content, il vient pour bouger 1 heure. Donc il peut faire 5, 10 ans comme ça. Et c'est très bien, on adore ce public-là aussi. Moi, c'est pas forcément celui avec qui je bosse le plus, que je bosse avec ceux qui ont du coup forcément des objectifs supplémentaires. Comme tu dis, ça peut être juste ne serait-ce que de passer des pull-ups. Et en fait, là, du coup, il va y avoir différents quand même cas de figure. Alors justement, celui qui veut juste un petit peu ses pull-ups et ensuite être en road. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien, t'inquiète. Non, c'est pas toi. Non, c'est moi. Ok. Donc du coup, vous m'avez perdu. Celui qui est en road et qui veut passer quelques pull-ups et c'est la seule chose qu'il veut améliorer, dans ce cas-là, il va pouvoir continuer de faire tous les WOD de la boxe comme il fait. Mais comme tu dis aussi, il va pouvoir rater tous les WOD pull-up. Si le WOD pull-up c'est le mardi et que lui vient le mercredi, bah, il l'aura pas. Si la semaine d'après c'est le jeudi mais qu'à nouveau il vient le mercredi, bah, il le verra pas et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant de demander justement à un coach. Donc ça va aussi dépendre des moyens financiers de chacun. Donc on connaît quand même les abonnements CrossFit qui sont, je trouve, raisonnables entre guillemets, étant donné que c'est toujours avec un coach. Mais du coup, ça serait de prendre un coach supplémentaire. Donc s'il y a des coachs dans la salle déjà en présentiel, donc ils puissent bosser avec vous 1 heure, une demi-heure en dehors des créneaux WOD. Donc là, ça va être le plus cher forcément en vis-à-vis, mais c'est sûrement là où vous progressez le plus, qu'il y a un feedback en temps réel. C'est là où du coup vous allez pouvoir cibler tous les points faibles, etc. Et c'est là où ça ira le plus vite. Ça serait juste si on veut développer quelques skills. Maintenant, si après on veut développer des skills plus élevés, atteindre des objectifs un peu plus élevés qui se rapprochent pas forcément de la compétition, mais ne serait-ce que d'aller déjà commencer à titiller un peu les compètes, faire les open, déjà les open donc, de CrossFit, avec la boxe, peu importe le niveau. Ensuite, pourquoi pas faire une compète interne, des choses comme ça s'il y en a dans la boxe. Et déjà ne serait-ce que se challenger, on voit toujours des charges hautes au tableau, des skills hauts au tableau. Et à partir de là, on va vouloir les atteindre et forcément, qu'avec les WOD, au bout d'un moment, on va vite se limiter. C'est pour ça que là, coach perso, c'est très cher, mais ça reste la meilleure évolution. Après, il y a les prog, entre guillemets, à distance ou semi-distanciel, où là, justement, on va plus pouvoir bosser après. Donc souvent, là, les coachs peuvent dire, mardi, jeudi, tu vas à ton WOD. Et après, on prend une demi-heure. On va une demi-heure, tu fais ça en renfo après le WOD et ainsi de suite. Ou carrément, mardi, jeudi, tu vas au WOD et mercredi, vendredi, on fait 1 heure à part. Tu n'as pas de cardio, tu as du renfo. Et là, c'est vraiment les étapes une par une. Et après, il y a la dernière étape où le coach fait carrément la prograde des WOD et la prograde des renfos pour être le plus précis possible. Ah, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent. Moi, c'est pareil, quand je prenais des prods personnalisés, je prenais pas forcément sur des coachs qui étaient en boxe. En fait, le plus optimal, justement, c'est. Après, il faut savoir, sur les coachs, etc., il faut connaître aussi le niveau des différents coachs qu'on va avoir dans la boxe. Et s'ils proposent ce genre de service. C'est pas proposé par voilà, après, il faut. Mais c'est ce que j'ai oublié de dire. Après, selon les box, il doit y avoir des box un peu partout en France dans les spectateurs. Des fois, il y a même des box qui proposent soit un abonnement, dans l'abonnement supplémentaire, du coup, un renfort en plus, qui du coup est en lien direct avec les WOD, et ça, c'est super intéressant. Et c'est des fois même pas très très cher. Ou même des fois, il y a même des box qui proposent au tableau un renfort d'après WOD. Si vous avez 5 minutes, restez. Ça peut être juste 2-3 abdos, comme ça peut être aller faire des tirages, des ci, des là, pour se renforcer pour de la pull-up, pour du toast to bar, pour du clean, pour peu importe. Il y a des fois des skills de la semaine, il y a des. Donc ne pas hésiter à les faire, à demander à vos coachs. Normalement, ils devraient être à votre écoute et à votre service. Et du coup, tant que tu passes pas en 100% prog perso, ce que tu conseilles, c'est quand même de te rapprocher des coachs de la boxe pour que ce soit adapté avec les sessions WOD. Ouais. Ce qu'on retrouvera pas forcément si on prend des blocs, parce qu'il existe aussi des blocs additionnels sur des prog annexes. Sans parler de des prog compètes qu'on peut retrouver type Fit Process, etc. Eux, ils proposent aussi que des blocs. Donc il y a pas mal de personnes qui vont être tentées par prendre
prendre un exemple tout bête, mais un bloc gym à X euros et t'as 12 semaines de gym. Mais ce sera moins adapté du coup à ce qui va être proposé à la boxe, parce que vous faites votre bloc et vous savez pas sur quel road vous C'est tombez. ça, et encore une fois, on n'aura pas les feedbacks. Il faut surtout savoir gérer du coup son effort, dans le sens où la personne, bon c'est bien de faire son road, si tu t'es cramé, tu t'as fait un frein avant, qu'après tu te dis je vais faire mon bloc gym. Là tu vas sur la question d'après là. Oui, On rejoint la deuxième question qui est l'adaptation de son entraînement et de sa charge d'entraînement. C'est ça. Parce que oui, tout marche pour tout le monde, n'importe quel programme. Comme je dis souvent, il n'y a pas de bon programme, il n'y a pas de bon programmateur, c'est juste la dose. Et comme tout, comme en nutrition, c'est la dose qui est le poison. Et après, c'est là où justement il faut savoir adapter. Et enfin, vous pouvez pas vous en vouloir à vous en tant qu'athlète, en tant que sportif, en tant qu'amateur, pro, débutant, peu importe, de ne pas savoir gérer cette adaptation. Vous l'avez pas appris et c'est un métier, c'est pour ça que nous on l'apprend et qu'on doit vous la transmettre. C'est comme moi je saurais pas faire mieux que vous votre métier parce que vous l'avez appris. Donc au final c'est aussi là que c'est intéressant de se faire accompagner et de passer au final dans une programmation ou une semi-programmation, au moins un suivi programmé, que ce soit en nutrition ou en sport quoi. Mais après, même à terme, pour des personnes qui vont être plus sur de la recherche, de performance complète plus régulière, etc., rechercher un niveau peut-être, mettre plus d'intensité en tout cas dans l'entraînement, c'est quand même bien de poser des questions à des personnes dont c'est le métier. Donc se rapprocher d'une prog compète, c'est bien, je pense, mais c'est très bien aussi de se rapprocher d'un coach pour demander au coach ce qu'il en pense par rapport au niveau, par rapport aux objectifs de l'athlète concerné. C'est de toute façon, je pense toujours bien d'avoir l'avis de quelqu'un de professionnel. Parce que, comme tu l'as dit, c'est eux qui savent. Ouais. Du coup, on va passer sur le deuxième sujet. Comment adapter, comment augmenter ou diminuer sa charge. Ouais, à la base, c'est quand augmenter ou diminuer sa charge. Mais au final, moi j'ai bien aimé la transformer quand même en charge de travail parce que ça se rejoint bien avec la nutri aussi. Mais ça peut être dans les deux sens. Ok. Justement, lui, à la base, on avait parlé de charge en kilos, en poids. Okay. Non, moi c'était quand j'ai marqué charge, c'était vraiment charge. J'ai pas marqué charge de travail, mais c'est charge de travail. Ah, ok. Non, vu que c'est augmenté, volume et intensité. Ouais, c'est voilà. ça. Okay. Et c'est là que. C'est là que c'est à eux de parler. Non, mais en fait, ça rejoint un peu tout ce que je dis aussi quand même depuis tout à l'heure, c'est que encore une fois, il y a énormément de ressentis et il y a encore une fois, elle pourra du coup rebondir après Déborah, mais énormément de liens avec la nutrition parce que vous pouvez vous entraîner à la perfection. Si vous mangez, je m'explique, mais comme un cochon derrière, vous allez revenir de plus en plus fatigué à l'entraînement. Même si tout va bien, il y a un moment ça va plafonner et il n'y a rien qui ira parce que la récupération ne suivra plus. Vous pouvez rentrer en phase de surentraînement et parce que la récupération n'est plus assez bonne et ça se joue énormément déjà avec la nutrition. Ça se joue aussi beaucoup déjà, ne serait-ce qu'avec votre charge de travail. Ouais, mais c'est un environnement de toute façon. C'est un environnement, c'est un équilibre. C'est un équilibre de tout. tout. Je parle peu de surentraînement, mais toujours parce que le surentraînement, ça va être hyper. Enfin, c'est un mot c'est un peu un fourre-tout. Ça va vraiment être variable en fonction d'un individu donné. Moi, je dis toujours, il y a ce que vous êtes capable de mettre dans l'entraînement et ce que vous vous donnez comme possibilité derrière pour récupérer sur tous les plans face à votre charge d'entraînement. Si vous voulez donner cette charge d'entraînement mais que vous récupérez là, ça va marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous épuisez les réserves, le corps, vous êtes à risque de blessure, puis à un moment donné c'est soit le burn-out, vous allez péter un câble et vous allez plus supporter votre sport parce que ça arrive aussi beaucoup dans le crossfit, ou vous allez vous blesser et du coup là c'est le cercle vicieux, on est limité à l'entraînement, on n'est pas bien forcément. Du coup, c'est toujours ça, vraiment deux ratios, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, quels sont mes objectifs aujourd'hui, qu'est-ce que je veux donner à côté pour optimiser, mais aussi qu'est-ce que je suis en capacité de donner aujourd'hui à l'instant T. Si vous avez un travail où vous travaillez vous êtes sur site ou vous êtes occupé 60 heures semaine et que vous avez très peu de sommeil et que vous avez une vie de famille à côté et une charge mentale importante et que vous mettez face à ça 20 heures d'entraînement à haute intensité derrière, ça va être compliqué d'avoir le ratio environnement optimal face à la charge d'entraînement donnée. Donc c'est hyper important de vraiment chercher à avoir un environnement qui soit tout doux, tout câlin, tout équilibré finalement. Voilà. Non mais c'est vrai. Et la question justement d'augmentation ou diminution de la charge, donc la charge de travail, la charge d'entraînement, etc., elle se posera pas forcément et elle se posera quasiment jamais tant que vous resterez sur uniquement des WOD de la boxe.
Si jamais vous venez 1 heure par jour, vous en allez. Si vous faites, à part si vous faites 1 heure de CrossFit le matin, à midi vous allez faire un peu de paddle pendant une demi-heure et le soir un petit 10 km en moins de 50 minutes. Là, il y a un moment où oui, ça va commencer à chauffer, mais si vous faites que des cours encadrés, du coup, il y aura forcément toujours un coach qui vous dira non, là, je vois qu'il faudrait que tu décharges, là, il faudrait que tu charges, là, tu bouges moins bien, on adapte ça. Donc, jusque-là, il n'y aura aucun risque. Normalement, si vous vous sentez fatigué, vous le dites directement à votre coach, il vous adaptera en temps réel. Et donc, tant que vous resterez du coup sur des WOD Progra Box, il n'y aura pas de souci. Ça va commencer ça à se déclencher plutôt quand vous allez vous retrouver en individualité parce que vous avez un suivi ou un suivi semi-présentiel. Enfin, pour conclure ce que là je disais, tant qu'il y aura quelqu'un avec vous, normalement, il n'y a pas de risque que ça arrive. Parce que si l'encadrant est professionnel et qui sait faire son boulot, il remarquera tous les signes, il remarquera, c'est pas toujours le cas, il remarquera les signaux et du coup il adaptera en temps réel. Mais c'est effectivement pas toujours le cas. Puis ta prog de la boxe, si tu fais par exemple, tu t'entraînes du lundi au samedi, que tu fais 6 watts dans la semaine, parfois en termes de charge par rapport à certaines personnes, ça peut aussi être beaucoup. Parce que quand tu progues, tu fais pas d'intensité à fond tous les jours. Non. Et ça dépend des box et ça dépend vraiment de l'encadrant. D'être en capacité de pouvoir dire aussi à un athlète, là, ce qui serait bien, c'est peut-être de charger un peu moins lourd ou pas de te mettre une pilule à 100% à aller gerber à la fin du WOD si t'es là 6 fois dans la semaine. Ça, encore une fois, il y a des exceptions. Il y a des encadrants malheureusement qui le font pas. Mais bon, dans la plupart des box, je trouve que c'est plutôt bien fait. Après, forcément, il y en aura toujours, comme dans tout, des plus mauvais, qui prêtent moins attention. Et puis des athlètes qui, quand on te dit décharge, c'est compliqué de décharger en boxe. Non, mais franchement, moi-même quand j'ai commencé le CrossFit. T'as la compétition, t'as et puis tu te dis, attends, sur le tableau, c'est marqué 30 kilos, t'as jamais trop envie d'être en scale. Enfin, suivant les personnalités, bien sûr. Mais bon, il y a ce truc de quand on te dit décharge où tu te dis, mais attends, moi j'ai envie de prouver, de me prouver. Et puis dans cet esprit où on est 10, on a envie de se tirer un peu la bourre, de me mettre à charge. Et c'est des fois un peu compliqué aussi de raisonner quelqu'un qui a envie de WODer sur des high skills, sur des mouvements complexes. C'est là où je trouve que du coup notre boulot il est super important et qu'il a aussi une partie psychologie. Parce qu'il faut, au lieu de lui dire bah non, décharge, c'est pas pour aujourd'hui ou c'est pas pour toi ou t'es pas assez fort, etc. Forcément, ça fait jamais plaisir et la personne n'y va pas pour ça. C'est à nous aussi de détourner un peu la chose et de vous y emmener d'une manière un petit peu différente, de vous y emmener de manière ou de vous faire autre chose mais qui vous rende fiers de vous parce que c'est la base principale, de faire passer un bon moment, d'être fier et d'avoir de la réussite. Donc c'est aussi à nous à ce moment-là de faire la part de psychologie et de plutôt que de le mettre face au mur, non, on contourne ce mur, on y va d'une autre manière, on fait un autre truc cool, une autre nouveauté aujourd'hui, et ça tous les jours. Et en fait, c'est le but aussi. Après, je sais très bien que pareil, encore une fois, il y a des encadrants qui vont dire bah non, t'as pas la force, reste à ça. C'est sûr que c'est pas forcément agréable. Vous, quand vous venez en WOD de CrossFit, surtout c'est pour décharger, mais encore plus quand vous venez faire du sport tout court, c'est pour décharger, c'est pas pour recevoir ça. C'est déjà super bien. Donc c'est pour ça. Après, quand vous commencez à rentrer dans le cadre de prog justement perso, que ce soit accompagné ou encore une fois par des grands groupes de prog comme ils se font, etc. ou les biais d'Instagram encore une fois, etc. Là, comment gérez-vous votre charge? Encore une fois, c'est très dur de vous le dire. Ce qu'il faut, moi, ce que je conseille toujours, parce que je vous suis pas tous, mais ce que je conseille, c'est de faire au maximum vos ressentis. Vous avez tous des vies, vous faites tous votre boulot avant le sport ou après le sport. Vous avez des enfants, vous dormez mal, il fait chaud, il fait froid, vous mangez mieux, vous digérez mieux ou pas. Il faut toujours s'adapter en temps réel. Moi, c'est la première chose que je note avant que quelqu'un prenne une programmation. Je distribue toujours un livret qui fait 5-6 pages où dedans on y retrouve tout et ça prend un très gros point. Je dis toujours que les jours où ça va pas, les jours où on a moins bien dormi, on a le droit de décharger déjà en termes de volume et surtout en termes de charge. Si on est fatigué, aujourd'hui la barre 5x5 à 100 kg sur un squat, si tu le fais à 5x5 à 95 kg mais que tu es fatigué, ton corps il va l'assimiler comme un 100 kg, c'est pas un problème, la progression elle sera la même qu'un 100 kg, même si la semaine dernière tu avais fait 97,5, c'est pas un problème, ton corps lui il est fatigué donc déjà il part déjà avec du retard. Donc la charge, il va la subir pareil et toi tu vas réussir, tu vas pas te blesser, se dire c'est écrit ça, je fais ça, ça marche mais un temps jusqu'à la blessure. Et pareil par contre de l'autre côté, aujourd'hui c'est le feu, j'ai un 5x5 à 100, je me sens de le faire à 102,5, envoie, il n'y a pas de problème. Moi quand je reçois un message pour me dire aujourd'hui je me sens super bien, est-ce que ça te dérange si j'augmente ça, si je mets un peu plus d'intensité là-dessus, si moi ma base et je voulais que ce soit pas de l'intensité, je vais dire non, c'est pas le but du jour. Si ça peut être variable, je vais dire vas-y envoie, aujourd'hui c'était en feu, on envoie et c'est là du coup c'est aussi là que votre encadrant il fait votre feedback
Et ce feedback est super important pour tout et pour du coup gérer ce volume. Parce que vous, de vous-même, c'est compliqué de vous dire, vous serez toujours plein de doutes, que ce soit en charge, en volume, du coup en termes d'entraînement, en ci, en là, il y aura toujours plein de doutes. Et il n'y a que votre encadrant qui peut répondre à ces questions. Et voilà, nous on sait aussi pourquoi on vous met ça, on sait pourquoi on vous l'a prévu, on sait pourquoi on vous le règle. Alors, je dis nous, enfin, je vais peut-être plus dire je, même si j'aime pas ça. Il y en a beaucoup où c'est je reprends et je recrache ce que j'ai appris, et du coup, c'est vrai qu'ils vous le mettent en se disant on sait que ça marche. Forcément, on fait faire 12 semaines de squat lourd à quelqu'un, il augmentera son squat. Mais pourquoi il le fait, comment il le fait et comment il gère son volume, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas tous les professionnels qui sont formés pour ça. Donc, il faut aussi faire attention à ça, bien sûr. Mais normalement, si vous faites confiance et que votre coach est plus ou moins formé, il saura gérer ça et il saura du coup vous adapter en temps réel. Ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment ce qui est important aussi. C'est la base. C'est la base. Oui, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est programmé pour rien en fait. Et ça aussi, c'est important de le comprendre. Souvent, on voit un WOD au tableau, on va se dire bon, bah ok, c'est parti, c'est un WOD, Workout of the Day, c'est 100%. Je me dégomme, alors qu'en fait il y a aussi plein de petits blocs et plein de petits éléments qui sont là pour être faits pas à 100%, mais peut-être du for quality par exemple, des choses qui vont tout simplement aller chercher d'autres choses, développer d'autres qualités, vous faire travailler dans la conscience et moins dans la rapidité, moins dans la vitesse, et du coup qui seront tout aussi bénéfiques pour la performance et la progression. Les WOD des box, il faut partir d'un principe que c'est jamais pour se mettre à l'envers. Enfin, à part si c'est marqué un IWT ou IW, je sais pas. Enfin, un truc à haute intensité. Mais en soi, normalement, un AMRAP, t'es pas sûr. J'ai pas où là. En gros, non, pour moi, c'est in the remaining time, non? Non, ça veut dire dans le temps restant. Non, c'est un truc, en gros, tu vas mettre une charge très légère sur des mouvements. En fait, tu vas faire que des mouvements que tu maîtrises, avec une charge très légère et des mouvements que, par exemple, des toast to bar, tu sais les faire. Du coup, tu vas mettre un certain volume dessus. Et en fait, le but du travail, ça va être de faire autant de travail que de récup. Tu vas faire par exemple 1 minute de travail avec un nombre de répétitions donné, tu vas récupérer le même temps, et le but ça va être de te mettre une cartouche de l'enfer, limite à vomir à la fin. Ça, tu vas le faire 1 fois par semaine. Le problème des gens, c'est que les 3/4 du temps, quand ils voient marquer AMRAP au tableau, ou EMOM, ou je sais pas quoi, en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que EMOM, c'est each minute on the minute, le but c'est de faire le nombre de reps impartis dans la minute. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le but de finir en 15 secondes la première minute, d'être en PLS pendant 30 secondes, se relever, refaire la même chose, sauf que ça va prendre 20 secondes parce que je suis encore en PLS, parce que je me suis oxy à la fin, et à la fin tu ne rentres plus dans le time. Vaut mieux que vous preniez un petit rythme, mais que vous maîtrisez tout le temps la charge, plutôt que de se mettre à l'envers. Et c'est pareil sur les AMRAP. Les AMRAP, le but c'est as many run as possible, il y a un temps marqué sur le tableau. Donc si au bout de la moitié du temps vous êtes complètement à l'envers, en fait votre entraînement il a servi à rien. Et je pense que c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux et qu'on risque le surentraînement justement. Quand c'est marqué un peu phénomène de groupe aussi. C'est ça. On est 10 et c'est en mode vas-y, moi je vais faire 5 tours et toi tu vas en faire que 4. En tant que moi quand j'ai la classe et ça j'essaie de le cadrer, de le calmer parce que chacun est différent. Encore une fois, chacun a une journée différente. Moi je viens de me lever, je vais au boulot après. Si lui il vient de se taper une nuit de 8 heures, il n'aura pas le même jus, même si l'effet de groupe, je me suis dit, ça entraîne au bout d'un moment. Voilà, après, c'est encore une fois au coach, etc., de cadrer un petit peu sa classe. Même si on peut toujours challenger. Moi, le premier, j'aime bien quand je vois que ça se titille un peu, on remet un petit peu d'huile. Si on sait que tout est en sécurité, etc., il n'y a pas de problème. Mais oui, ça fait partie, voilà. Non, mais après, c'est très vrai. Putain, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Sur le fait de ne pas se mettre à l'envers sur tous les jours. Non, mais ça reviendra Syndrome pas. de la page blanche. Non, c'était avant ça. Mais justement, je l'ai tourné dans ma tête. Après, t'as sorti l'IWT. C'est parti. Ah si, c'est bon, je sais. Ouais, j'allais dire, parce que tu dis que du coup, c'est pas en se mettant une mine tous les jours qu'on progresse. Et c'est très vrai. Je prends très souvent l'exemple de la course à pied là-dessus. La course à pied, c'est pas en allant faire un 10 x 400 mètres le plus rapidement possible tous les jours que vous allez progresser sur de la course à pied rapide, longue. Tu le fais 1 fois et tu fais pas 2 fois. Mais moi, c'est ce que je dis aussi. Ça, je le programme, 10 x 400 mètres en côte, mets-toi une mine, y a pas de problème. Et ça va arriver une séance sur ne dis pas ça. Si tu 10, 10 x 15... 400 en côte, personne va venir te voir. Ouais, mais... Alors déjà, c'est en descente. Il y aura pas de... Il y aura pas 10 x 400 en côte, parce qu'il faut une côte de 400 déjà.
mais même de faire de la côte, ne serait-ce que de faire du speed, si vous voulez progresser en run, la base du run c'est le long et le court, le long sur une allure modérée, apprendre à dealer. Justement, c'est là que les AMRAP rentrent en jeu, parce que les EMOM, on apprend à gérer son effort, c'est sur ce que tu disais. L'AMRAP, on apprend à gérer son effort aussi, le plus longtemps possible. Ah oui, c'était sûr. On change de sujet. Mais non, moi je veux rester dessus. 2 ans, nous. T'es concentré, moi pas. Désolé, du coup, voilà. C'est là que, putain, je vais refaire de ce que je voulais dire. Soit tu fais du long modéré, soit du court. Oui, mais non, mais c'est pas en se mettant des mines tous les jours qu'on progresse. Je parlais pas de Puis on se fatigue bref, beaucoup aussi. bref, je veux plus vous écouter. Mais c'est surtout que, s'il y en a je sais pas s'il y en a qui regardent la vidéo que je programme déjà, ils vous diront, moi en termes de programmation, je varie pas énormément quand je suis sur des cycles. Les cycles, il y en a, ils aiment bien me faire varier tous les jours. Varier pour varier, ça sert strictement à rien. Moi, je préfère faire justement une programmation évolutive mais très serrée. On évolue semaine par semaine, on garde les mêmes bases de mouvement et bien sûr les renforts changent, etc. Voilà, on fait de la surcharge progressive, mais ça va doucement, ça avance chacun à son rythme, et vous verrez que les résultats sont 1000 fois mieux. Même si souvent vous aimez faire 50 000 choses, vous aimez faire des choses différentes, parce que on peut pas, il y a un moment. Voilà. Donc en fait, on vient pendant un temps, on est habitué à faire les WOD de la boxe et c'est jamais pareil. Et c'est aussi la nouveauté par rapport à d'autres sports et d'autres disciplines où c'est beaucoup plus redondant. Donc quand on te dit, en fait, une prog, c'est un peu plus simple, un peu plus redondant, on va revenir aux bases, mais en fait c'est ces bases-là qui font qu'on progresse à un moment donné. Et que si vous progressez plus en WOD, il faut repasser par des choses qui vont être peut-être plus conventionnelles pour vous amener à une progression plus stable. Clairement, et ça rebondit, c'est aussi sur ça que je vais rebondir tout à l'heure, quand tu disais qu'il faut prendre le temps, comment t'as appelé ça? Non, on le fait souvent de l'altéro. Le sport quality, justement on va prendre beaucoup plus le temps de développer en allant doucement, parce qu'en WOD souvent vous avez 10-15 minutes d'échauffement, vous avez 10-15 minutes de skill, 20 minutes, ça va dépendre de la taille du WOD, et derrière on vous demande d'envoyer sans trop réfléchir. Vous êtes corrigé avant, vous êtes corrigé pendant, vous êtes corrigé après, mais on n'a pas une correction optimale. Là où après, quand vous allez commencer à bouger avec un coach ou en programmation, etc., vous allez prendre beaucoup plus le temps, et c'est là que les qualités vont forcément exploser, parce que vous prenez le temps d'avancer. Vous allez travailler aussi. Mais ça c'est sûr. Tu fais des cycles de combien de semaines? Des cycles de combien de semaines? Ça va de 6 à 20 semaines. Ok. Alors 20 c'est énorme. J'ai une seule programmation de back squat de 20 semaines, elle est très longue, mais elle marche. À base de 3 séances de squat par semaine. Faut être prêt, c'est mental, mais ça marche. Donc, ça pique. Ça pique. Ouais, squat everyday, ça marche aussi. Et encore une fois, du coup, mais c'est ça, ça peut être squat everyday. Mais du coup, je rebondis sur squat everyday, qui est une très très bonne prog. Donc, ça veut dire que vous faites du squat tous les jours. Mais encore une fois, je fais pas du squat lourd tous les jours. Si vous vous envoyez un 80 ou 90% tous les jours pendant un an, au bout de 2 semaines, 3 semaines, alors déjà la première semaine, vous allez beaucoup boiter. Et même en temps normal, mais du coup là c'est là que la charge et le volume d'entraînement est à raisonner. Vous pouvez squatter tous les jours, mais ça sera lundi squat lourd, mardi gobelet squat avec une vieille KB de 16, même pour les gars, mais c'est du squat et ainsi de suite, et ça tous les jours. Donc j'abuse sur le gobelet squat, mais en fait ça va alterner entre du léger, du lourd, des grandes séries, des petites séries, et ainsi de suite. Et c'est là où toute la technicité et la précision finale d'un coach qui a l'habitude peut bien vous orienter. Après, il n'y a pas de prog magique, il faut faire pour progresser. Donc c'est là où c'est surtout justement ces ajustements techniques qui peuvent être parfois très précis, parfois intra-mois, intra-semaine et même intra-séance, qui peuvent être ajustés, et c'est super important. Moi je demande des feedbacks assez souvent quand je sais qu'il y a des petites choses qui titillent sur les programmes. J'envoie les programmes de ma semaine, et avant, si j'ai pas une nouvelle, ou après, j'envoie un petit message et je dis alors ce truc en particulier, comment ça s'est passé, parce que je sais la réponse que je vais avoir. Si elle est positive, tant mieux. En général, j'ai une petite vidéo feedback. Si elle n'est pas positive, je le savais, mais c'est justement parce que je veux progresser dessus, je veux bosser dessus, donc je mets un peu mon athlète en contrainte pour bosser dessus, mais je le fais toujours en pleine conscience, et c'est comme ça aussi qu'on évolue. Si par contre je vous envoie dans des défauts mais que je les connais pas d'avance, vos défauts, ça marchera pas, et c'est souvent ce qui se passe. Donc c'est là aussi que c'est important de réguler, de gérer le volume, la charge, la technique, parce que la technique on l'oublie trop souvent, et elle est super super importante. Mauvaise technique égale compensation, compensation est égale à blessure. C'est un raccourci, c'est des gros raccourcis, mais
réellement c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Juste par exemple dans les entraînements, les programmations de boxe, est-ce que tu penses qu'il y a assez de renfo qui est intégré dedans? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose justement que les personnes, au lieu de se tourner vers des blocs spécifiques, cardio, gym, haltéro, etc., devraient plus se pencher sur des blocs plus renfo généralistes, on va dire? C'est super intéressant. Alors je pourrais pas parler au nom de tout le monde parce que je connais pas toutes les box, j'ai fait que 4 ou 5 box de CrossFit dans ma vie, vraiment pour le dire. Dans les 4 ou 5 que j'ai fait, il y avait majoritairement des renfos, alors peut-être pas tous les jours, mais c'est très bien d'en avoir tous les jours. Moi je dis une bonne prog de box de CrossFit, et alors elle est bonne. Pas en termes de mouvement, déjà il faut qu'elle soit bien justement réglée en termes de volume, mais il faut qu'elle contienne du renfort musculaire. Ça peut être juste de faire 4x12 tirages avant un WOD, c'est déjà très bien, et de la force. Il faut aussi qu'elle contienne de la force, parce que c'est la base de tout, d'aujourd'hui, de demain pour vous, c'est de faire de la force. Je ne vous demande pas encore une fois d'aller vous exploser sur un squat hyper lourd, chacun a sa force. Faire de la force max, c'est pas fait pour tout le monde, mais que toujours se repousser et quand même mettre des charges un petit peu supérieures. Il n'y a rien de mieux pour votre corps, et même si vous êtes là pour de la santé, ça fera de mal à personne de faire du squat, du deadlift, d'aller faire des fentes, d'aller faire pour l'équilibre du corps de tous les jours, c'est super important. Donc moi je pense que ça devrait être indispensable dans une prog de boxe. Après, ça rejoint encore, si vous venez 3 fois par semaine et que vous ratez à chaque fois les 3 renforts, c'est niqué. Mais dans un sens, il y a certaines boxes, et il y en a de plus en plus, qui du coup diversifient leurs cours, où on met 2 cours côte à côte. Par exemple, il va y avoir un WOD, et en parallèle, il va y avoir un cours de renfort. Alors c'est relou, parce que du coup, vous n'allez pas vous mettre une cartouche, même si vous venez pour ça, la plupart du temps, mais c'est toujours bien, si vous faites 3 ou 4 WOD dans la semaine, et on fait 3 WOD, et il y a un jour, on va au renfort. Ça vous fera toujours énormément de bien. Vous ferez moins de cardio, mais vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que vous perdrez le six-pack. Vous allez gagner en renfort, vous allez gagner en stabilité. Et ça vous permettra d'aller pousser toujours plus fort sur un WOD plus tard, parce que vous allez vous renforcer, corriger des déséquilibres, vous sentir mieux. Et puis mine de rien, ça vous fait, pour ceux qui aiment bien pousser fort sur les WOD, ça vous fait une sorte de récup active, parce que du coup, on met pas le nerveux trop en contrainte, le système nerveux, et du coup, ça vous permet vraiment de bouger, de quand même avoir fait du sport, 1 heure tranquille, et derrière d'aller. C'est comme quand on va faire un petit footing, etc. Ça vous fait du bien, mais sauf que là, c'est vraiment important d'avoir. Ça casse les 5. Si c'est des personnes qui vont voler encore une fois 5 fois par semaine, ça permet de casser la semaine, parce que mine de rien, 5 fois par semaine, si vous mettez à plein badin, il faut arriver à aller. Et sinon, ça peut être aussi de faire. Parce que maintenant, comme tu disais, tu as les box qui proposent des cours spé. Et ça, je trouve que c'est bien, parce qu'on le voit de plus en plus. Donc, tu as le cours renfo, mais sinon, ça peut être très bien de dire, par exemple, si vous venez 5 fois par semaine, de faire 3 WOD, de spé, un haltéro, un gym, et de se caler 2-3 renfos de son côté, après, vu avec le coach peut-être de la boxe précédemment. Là, vous avez quelque chose qui va être quand même plutôt équilibré, parce que sur le cours spé, c'est rare qu'on vous demande de faire un Grace ou un Isabelle sur un cours spé haltéro, ça pourrait arriver, mais... En termes de WOD, il n'y aura pas forcément de WOD sur ça va être plutôt une recherche de technique. Mais par contre, on est très nerveux. C'est full concentration. Pour ceux qui n'ont jamais fait de séance spé où on vise que de l'haltéro ou que de la gym, je pense que vous ressortez quasiment plus fatigué après un WOD, parce que c'est énormément de concentration, énormément de technique. On active, c'est là qu'on met le cerveau et le système nerveux au maximum. Donc c'est là où on a vraiment le plus de technique. Et c'est là où il faut du coup être le plus concentré, c'est là qu'on se fatigue le plus. Mais c'est pareil, ça vous demande du coup nerveusement énormément de récupération. C'est pas parce qu'on n'a pas transpiré, souvent on assimile, vous faites beaucoup les choses. Souvent on assimile la transpiration à j'ai bien bossé. Pas forcément, après une séance d'haltéro, même si on a moins transpiré, mais nerveusement on s'est bien plus éclaté. Et c'est là que votre corps prend le plus cher. Donc c'est aussi ça à bien réguler. Après, si jamais il n'y a pas tout ça dans vos box, n'hésitez pas à en parler à vos coachs, n'hésitez pas à en parler au patron si le patron n'est pas coach, parce que ça arrive aussi, de pourquoi pas installer justement des cours de renfort, des cours de spé. Alors les spés ils sont plus souvent que les renforts, mais ne pas hésiter à donner ce genre d'idées, parce que déjà eux pour se développer ça peut être pas mal, et ça vous évite dans un sens de prendre une prog, ça fait partie d'un cours, vous êtes coaché, ça fait partie de votre abonnement, et déjà dans un premier temps c'est déjà très bien. Ça vous permet de ne pas dépenser plus que ce que vous avez, ou au pire ça peut être 10-15 € pour passer d'un abonnement 2 fois par semaine à un abonnement 3 fois par semaine par exemple. Mais du coup vous avez tout déjà sur place, vous connaissez les coachs, vous connaissez le matos, et vous n'êtes pas perdu quoi. Donc déjà ça vous permettra d'être bien en termes de volume et de pas dépasser la limite. Est-ce que tu penses que, en gros là on parlait tout à l'heure du moment où il faut prendre une prog potentiellement perso ou rester sur les progs de la boxe du coup, mais qu'est-ce qu'il en est des gens qui veulent doubler leur séance du coup?
Double leur séance. À la journée. Journée. Là on est sur de la. C'est plus de la compète, mais en gros. Là on est sur du profil d'athlète. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ça dans le sens où ça permet de prendre le temps de faire les choses. C'est pas donné à tout le monde. Parce que pouvoir s'entraîner 2 fois 1 heure ou 2 fois 1h30 par jour ou 1h30 le matin, 1h le soir, c'est pas donné à tout le monde. Il faut que ce soit possible en termes d'espace aussi dans la boxe, ce qui est pas forcément toujours le cas. Il y a des box qui donnent pas. Oui, à Vienne CrossFit c'est possible. Il y a des box qui ont pas forcément. J'ai l'impression qu'ils ont des parts. l'espoir de le faire. Commerciaux. Mais c'est aussi justement là. Mais du coup, reste pas trop loin, tu vas devoir rebondir parce que c'est là que l'alimentation va énormément rentrer aussi en jeu. Pouvoir s'entraîner 2 fois par jour, ça sera inutile à quiconque de débutant, quiconque fait ça pour la santé et quiconque de débutant entre guillemets. Tant que vous n'avez pas atteint un niveau RX, pour moi, ça sert à rien de vous entraîner 2 fois par jour. Tant que vous n'arrivez pas à vous mettre à toutes les charges RX sur les Open, et les skills RX, donc en gym autant qu'en haltéro, se mettre en charge et WOD en charge, ça reste encore 2 choses différentes. Pour moi, ça sert à rien. Le 2 fois par jour, ça va commencer à être justement pour développer ce niveau RX, l'entretenir, quitte à passer sur un niveau élite. Avant ça, il n'y a pas vraiment d'utilité. Ça sert à rien de passer 3 heures d'entraînement par jour parce qu'encore une fois, vous allez vous épuiser ou alors c'est que vous prenez une demi-heure de récup entre chaque série. Mais c'est dommage de trop faire des échauffements. Donc voilà, mais le 2 fois par jour est très intéressant parce que ça permet vraiment de différencier 2 choses différentes. C'est très dur, on le sait tous. Si je m'envoie un gros 5x5, encore une fois, je reprends l'exemple du squat parce que j'aime bien ça, 5x5 en squat lourd. Derrière, s'envoyer un WOD avec du rameur et des thrusters, on n'a plus de cuisses, mais il faut le faire, c'est dur. Alors qu'à l'inverse, si on prend, souvent moi j'aime bien quand je fais ça, c'est prendre la technique, tout ce qui est skill, donc lourd, donc la charge, ou la technique où il faut être concentré, etc. le matin, quand on est le plus frais, quand on n'a pas toute ses journées dans les pattes, et le soir faire plus ce qui est style cardio, récup active, ne serait-ce que ça peut être une deuxième séance, mais ça veut pas dire d'aller se faire un WOD. Je peux très bien vous donner, on va se faire une demi-heure de natation cet après-midi, alors ça peut être natation, ça peut être autre chose, ou vous retournez à la salle et vous faites 1 heure sur le bike erg où on alterne toutes les 5 minutes, on fait un peu de rameur, ça peut être ça aussi en deuxième séance, et là c'est super intéressant pour le matin, ok j'ai donné tout le nerveux, l'après-midi je récupère, et en fait on fait quasiment 2 jours en 1 jour. Alors c'est pour ça que c'est aussi sur du développement avancé. Moi je parle souvent d'age training, donc age training ça veut dire l'expérience d'entraînement que vous avez. C'est pareil, il faut que votre corps soit capable d'encaisser ça. C'est pour moi, quand on est dans la peau d'un athlète et qu'on vit pour ça, si vous avez bossé toute la nuit, que vous venez vous entraîner le matin, vous mangez vite fait à midi, on fait une sieste d'1 demi-heure, on retourne s'envoyer l'après-midi, ça marchera pas longtemps, surtout si derrière vous devez retourner travailler. Soit ça va marcher et vous serez un cadavre au travail, donc votre patron, je suis pas sûr que si c'est pas vous, il vous garde. Soit au bout d'un moment ça va pas marcher et ça avancera plus en termes de, vous allez plafonner en termes de performance, en termes de progressivité. Du sommeil, parce que s'entraîner le soir aussi n'importe comment en termes de sommeil. Ça marche pas longtemps, donc c'est pour ça que ça c'est... Le nerveux c'est bien de le mettre le matin, mais d'intensité le matin. Clairement. Parce que le soir, quand on met une grosse pilule d'intensité passé les 18 heures, ça peut vraiment agir sur la qualité de sommeil. Donc oui, c'est important aussi de moduler l'entraînement en fonction de ça. 2 entraînements par jour, c'est contraignant. C'est quelque chose de très intéressant, c'est pas donné à tout le monde, mais par contre, c'est sûr que quand on peut... Voilà, c'est magique. Après, c'est pas une nécessité non plus, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que vous serez pas jamais athlète professionnel ou il y a des athlètes pro qui s'entraînent 1 fois par jour. Par contre, ils se font des sessions de 3 heures. C'est pas le plus optimal. Oui, on fait pareil, mais on n'est pas aussi bon. Non, parce que je me promets pour ceux qui me connaissent, voilà, moi je parle beaucoup. Je parle beaucoup à l'entraînement et donc mes sessions durent très longtemps. Mais je suis pas encore athlète professionnel. Mais ça, voilà, ça va être très intéressant. Mais du coup, il faut que toi tu rebondisses maintenant sur l'alimentation au milieu de tout ça, parce que forcément, quand tu as 2 séances d'entraînement, du coup ça rallonge. Si tu fais 2 fois 1 heure ou 2 fois 1h30, tu as des pics. Il faut bien gérer ces pics d'alimentation. Comment éviter de mal gérer ces doubles séances du coup? Oui. Déjà, c'est d'avoir une alimentation adaptée en termes de quantité, parce que si vous doublez les séances et que vous doublez le temps passé à l'effort, vous allez doubler. Donc vous n'allez pas doubler votre dépense énergétique, mais vous allez l'augmenter un peu. Donc par rapport à quelqu'un qui s'entraîne 1 fois par jour, s'il y a plus de temps passé en mouvement, ça doit être pris en compte dans la
Arrêtez parce que moi je suis perturbable. Ouais, ils font les oibles. Hein. Vous l'avez fait 2 fois alors. Oui, mais oh. Donc oui, c'est à prendre en compte d'avoir une dépense énergétique. Donc après, maintenant, des méthodes de calcul, il y en a plein. Souvent, ça peut m'arriver d'avoir des personnes qui arrivent et qui savent calculer très bien la dépense. Après, c'est savoir la répartir, savoir quoi manger et quand. Sachant que effectivement s'il y a une grosse dépense, il va y avoir de gros apports, on peut pas tout mettre sur un repas dans la journée, c'est bien de fractionner. Quand vous fractionnez, c'est bien aussi de se dire qu'est-ce que je mangeais quand. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir vous taper un plat de lentilles 1 heure avant d'aller woder ou le demi-pot de beurre de cacahuète 1/2 heure avant un wod, parce qu'en fait vous allez arriver, vous n'aurez pas digéré. Donc il y a aussi des vraies choses à mettre en place en termes de tout simplement pour avoir un bon niveau d'énergie à l'entraînement et favoriser un transit de qualité. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir soit trop bu, soit mangé un peu n'importe quoi à 16h et essayer de se faire un WOD à 16h30 ou 17h30, DU, pas de bol. HSPU. Allez hop. Il y a tout qui remonte ou alors vous êtes là et vous vous rotez le beurre de cacahuète, ça peut arriver. J'ai des patients qui vont me dire ça. Oui, j'ai mangé du beurre de cacahuète il y a 1/2 heure. Ouais, mais c'est pas adapté. Donc il y a vraiment cet aspect à prendre en compte. Donc manger assez, manger ce qu'il faut au bon moment. Donc avant un entraînement, on va éviter le trop de fibres, le trop de matière grasse, le trop de protéines aussi si vous vous retrouvez très proche de l'entraînement. Ouais, ce sera pas idéal, c'est sûr. Petit burrito, non, ça marchera pas. Du coup, il y a ça à prendre en compte qui va être important. Après, il y a aussi la question de l'alimentation à l'effort qui peut être intéressante sur des athlètes qui vont s'entraîner longtemps, beaucoup et longtemps. Moi, sur des efforts longs, l'athlète va être beaucoup en mouvement. Alors, en CrossFit, on peut aussi se poser la question parce que sur des entraînements de 2 heures où on va quand même beaucoup bouger, où on va avoir de l'intensité, pourquoi pas mettre en place une alimentation à l'effort. Ça peut être de la malto, ça peut être un gel pour ceux qui tolèrent les gels. La malto au CrossFit, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement, qui est généralement bien toléré, mais c'est pareil, vous pouvez pas du jour au lendemain vous dire je vais m'enfiler 50 grammes de malto à l'effort si vous l'avez jamais testé, parce que pour pas vous mentir, vous risquez de vous faire juste caca dessus, pour parler franchement. Ouais, c'est vrai. J'en peux plus. Du coup, il y a effectivement beaucoup de choses à prendre en compte, mais ça va être hyper dépendant déjà du volume, du nombre de sessions, de quand est-ce que vous les faites, parce que si vous avez une session à 10h et l'autre à 16h, vous allez gérer votre alimentation différemment que si vous avez une session à 8h le matin et l'autre à 18h30 par exemple. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc au-delà de l'apport calorique, encore une fois l'apport en protéines, en glucides, en lipides et en micronutriments, on va avoir la répartition de toute cette alimentation-là à gérer. Qu'est-ce que je mange et quand, comment j'optimise mon transit, comment j'arrive à la salle et j'ai déjà digéré mais j'ai quand même un bon niveau d'énergie, comment après l'effort, si mon repas il est X heures après l'effort et que c'est longtemps après, je vais pouvoir optimiser déjà ma récupération dans les 2-3 heures qui suivent l'effort. Et en fait tout ça c'est une stratégie à mettre en place en fonction de ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez comme objectif de performance et comment vous vous entraînez réellement. Pour 2 athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour, l'alimentation ne sera pas forcément la même en fonction de comment ces entraînements sont répartis, en fonction de l'objectif de la programmation vue avec le coach. Je sais pas si par exemple votre saison de compétition elle est plutôt centrée de janvier à mars, on n'aura pas la même strate d'alimentation sur les mois précédents que quelqu'un qui va avoir une saison de compétition qui va être concentrée entre juin et août, comme on va le retrouver chez de nombreux athlètes de CrossFit. Du coup, il y a vraiment tout ça qui est à prendre en compte, la saison aussi qui est à prendre en compte, programmation qui peut aussi évoluer en fonction de la saison. Par exemple, à distance peut-être de la saison vraiment forte, vous allez peut-être faire un peu moins d'entraînement, plus de récup active, mobilité, du lourd, des choses peut-être comme ça. Quand on se rapproche de la saison d'entraînement, peut-être des doubles sessions avec recherche de cardio, etc. Je sais pas, il y a vraiment plein de possibilités de programmation et en fait on adapte l'alimentation en fonction de tout ça. Parce que bien sûr la dépense énergétique change pour une activité donnée. Vous n'avez pas la même dépense si vous vous entraînez en haltéro que si vous faites un WOD pendant 1 heure par exemple. C'est des choses toutes bêtes. Donc oui, alimentation vraiment plus à prendre en compte. Et après, optimiser toutes les stats autour, sommeil, ultra important parce que c'est le socle. Le stress aussi, ça peut être le stress physique, le stress psychologique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Hydratation, mine de rien, qui va être hyper importante aussi et qui va être à optimiser. On adore. Donc voilà, grosso modo plein d'éléments qu'il faut individualiser et qui sont à personnaliser en fonction de chaque athlète, en fonction de ses objectifs. Sachant que si vous cherchez la performance, encore une fois, ce sera peut-être pas le meilleur moment pour mettre en place, parce qu'il y a beaucoup
de personnes qui cherchent les déficits caloriques, mais on peut pas être performant à 100% quand on fait un déficit calorique. Parce qu'un déficit calorique, vous apportez pas ce que vous dépensez, donc vous épuisez le corps. Du coup, il y a ça aussi à prendre en compte si vous cherchez à vous affûter sur une période de l'année. Il faut le faire au bon moment, quand il y a une prise de masse aussi à faire pour certains athlètes qui voudraient prendre en masse pour progresser sur les charges par exemple. Ça doit se faire au bon moment en fonction de la programmation. Et ça, voilà, on le cale pas n'importe où dans la saison, quoi. Voilà. Déficit toute l'année. Mais c'est très vrai. Et ça, c'est. Mais c'est très vrai. Non, merci Claude. Non, c'est très vrai ce que vous dites, madame. Non, j'adore cette identité. Il manque plus que les petites fiches. Là. Non, mais c'est vrai, et c'est surtout vrai, là, du coup, parce qu'on était sur l'athlète qui peut s'entraîner 2 fois par jour, et du coup, qui a besoin de ces équilibres-là. Mais pour le sportif de manière générale, parce que tout à l'heure, on parle quand même beaucoup de CrossFit, mais il n'y a peut-être pas que des CrossFit, il y a peut-être d'autres choses. Irox. Il n'y a pas que des CrossFit. Peut-être des personnes qui font du poney. Peut-être du poney. Non, mais il y a des sportifs de manière générale, et c'est valable pour tous les sportifs. Au final, de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, réellement, c'est valable pour tous les sportifs. Oui, valable pour tous d'être les sports. accompagné de près quand on n'y connaît rien, et surtout quand on pense connaître. C'est là qu'on s'y connaît le moins. Donc, d'être accompagné, ne serait-ce que pour un début, souvent, sur le côté nutrition, on n'est pas accompagné toute sa vie. Déborah ne vous tiendra jamais la main jusqu'à la fin de votre vie. Tu verses au cercueil. Voilà. Ça va être mon slogan. Elle est là pour vous donner une base, elle est là pour vous apprendre en fait. Elle vous apprend comme vous avez appris à l'école, comme vous avez appris. C'est ça, l'idée c'est d'être autonome. Elle vous apprend, donc pour certains ça va être très rapide, pour d'autres il va falloir des mois, des années. C'est pareil pour moi. Alors la nuance c'est que je peux vous accompagner à différentes échelles et que les échelles dans le sport sont jamais finies. Donc au final, je peux vous accompagner vraiment longtemps, mais c'est rare qu'un coach suive son athlète. Les objectifs sont évolutifs aussi. Tout à fait. C'est clair. Après là où tu fais des points aussi en fonction des périodes de changement de l'année. Voilà. Tu vois. Quand tu as des gros points stratégiques dans l'année où va y avoir où la programmation change en termes de volume d'entraînement, en termes de spécificité d'entraînement, là sur l'alimentation, tu peux mettre en place des choses. Ça revient comme moi quand on suit quelqu'un qui a des objectifs. Ouais, après moi c'est pareil, si quelqu'un il veut juste si quelqu'un me dit je te prends en tant que coach pour passer des tractions, en 3 mois je lui fais passer les tractions, c'est fini. Il aura peut-être plus besoin de moi. C'est pareil pour Déborah. Si par exemple il passe les tractions, qu'après il me dit je veux passer ici, je veux faire des tractions, après je veux faire des muscle up, mais je veux aussi courir en moins de temps. Mais en fait on a toujours des choses à développer. C'est pareil pour toi aussi. Donc le sportif de manière générale a besoin d'être accompagné s'il veut un cadre. Il reste une 3e question. Et c'est comment ajouter des séances spécifiques sans se cramer. Comment ajouter des séances spécifiques sans se cramer. Je crois on y a pas mal répondu. On y a pas mal répondu. Donc en vrai, on a fait un peu de. Ça tombe bien, ça fait 1 heure. Mais après. Andy va aller se coucher. Non. Non, on a fait plein de choses, c'est intéressant. Et au final, quand on développe, on peut avoir un spécialiste du sommeil. On peut avoir. Non, mais après, les tables sont plus assez grandes. Il faudrait que tu fasses un live nocturne pour montrer comment dormir. Si tu ronfles bien, t'es bien. Tu récupères bien. Petite apnée du sommeil impeccable. Ouais, excellent pour la récupération. Peut-être une question, c'est qu'est-ce que tu aimerais que tout le monde sache en gros par rapport à la relation entraînement-récupération? S'il y avait un truc à retenir. Un truc à retenir vraiment important. Un, pas deux. Redis la question. T'aimerais que les pratiquants comprennent une bonne fois pour toutes en gros. Dis-moi Joséphine. Sur la relation entraînement-récupération. Qu'est-ce qui est vraiment important de ton côté en fait? Enfin pour toi en gros le Qu'est-ce qui est vraiment important? Ouais. On prioriser la récupération à l'entraînement. Moi je pense que je dirais ça. Parce que souvent on pense que s'entraîner et récupérer ça suffit. Mais réellement si on s'entraîne et qu'on récupère, ça marche bien. Si tu récupères pendant 5 ans. Et même mieux. Alors, non, on peut pas récupérer. J'ai récupéré 3 ans, ça va marcher. Récupérer. Alors il y a récupérer. Pas des meilleurs pères. Ce que je veux dire c'est que en plus surtout qu'on vient de parler de s'entraîner 2 fois par jour, alors peut-être que ça donne des idées à certains, mais non, pour ça je dirais faut vraiment pas mettre de côté la récupération, pas mettre de côté. En fait faut s'écouter. S'écouter, c'est la chose la plus importante à faire tous les jours. Ouais, mais c'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire. Avant chaque entraînement, non, mais je dis ça, mais moi le premier, c'est toujours relou de devoir ne pas faire ce qui est prévu, ne pas faire ci que ça, mais je pense que s'écouter, c'est quand même le mot d'ordre. C'est surtout se faire confiance et
accepter qu'aujourd'hui c'est pas bien. Aujourd'hui c'est le feu, autant dans un sens que dans l'autre. Aujourd'hui c'est ok, aujourd'hui c'est vraiment ok. Et pas hésiter à récupérer. Si on a passé une nuit de merde, mais que le coach il avait prévu, ma séance elle faisait ça, elle était trop bien. En plus il y avait des muscle-ups, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je kiffe ça. Ok, c'est pas grave, j'envoie un message à mon coach, je lui demande. Il me dit t'entraînes pas, je m'entraîne pas. Il va peut-être pas dire t'entraînes pas, mais peut-être te dire à la place on va faire du cardio, on va faire un petit peu de rameur. Ou si t'es inscrit à la piscine encore une fois, allez, va faire une demi-heure de nage et va te coucher. On n'a pas parlé des co-bikes, mais Parce qu'il faut pas en parler. mais il y en a pas besoin. Moi je j'adore les burpees. Alors je vais leur faire peur là. C'est vrai qu'il aime bien les burpees. Je fais La 8 dernière fois, je l'ai burpees vu, par jour. Je l'ai vu faire un WOD, un death bike, eco-bike, burpee. Burpees. Et co-bike, burpees. Et j'ai pris du plaisir. Donc Bon, enfin, à la fin, il s'insulte tout seul. donc voilà. C'est un death bike. Mais ça reste de la fierté. Après, faut pas regarder. Non, mais je pense que du coup, pour rester sur cette question, sinon on va partir loin encore. C'est vraiment s'écouter et pas hésiter à relâcher. Parce que en général, on n'hésite pas quand on est en feu à aller plus haut. Ça, je le dis souvent, mais parce qu'il faut le faire aussi, mais on n'hésite pas. Par contre, à l'inverse, on a beaucoup plus de réticence à lever le pied, à ralentir, à pas hésiter, parce que votre coach, même qui vous connaisse, même qu'il soit professionnel, vous programme par exemple, il part sur un cycle de 12 semaines. Au bout de 8 semaines, si par exemple à la 8e semaine, vous commencez à vous dire oula, ça commence à être vraiment lourd, j'y arrive pas. 9e semaine, oh purée, c'est vraiment très très lourd, et là je pense que les 3 semaines d'après, j'y arriverai jamais. Parlez-en et attendez pas, quand commencez à dire c'est un peu lourd. Ça se trouve, ça sera prévu, ça se trouve, c'était le coach l'avait anticipé. Ça se trouve, le coach veut justement vous emmener à cet endroit-là, mais le but de votre coach, ça va être de vous emmener à un pic, de vous emmener au bord du ravin, mais de vous rattraper, ok, et de jamais vous laisser tomber, parce que si vous laissez tomber, c'est là que vous vous blessez, que vous rentrez en surentraînement, que vous stagnez. Si par contre il vous emmène à chaque fois au bord de ce ravin et qu'il vous récupère et qu'on va de plus en plus haut sur ce ravin, là il n'y a que de la progression et c'est tout le but du coach. Donc c'est vraiment énormément de discussions, énormément de s'écouter, énormément parler et surtout énormément faire au ressenti. Au final, au ressenti, chacun a sa vie, chacun a sa vie de famille. 2 programmations pour 2 personnes différentes sera totalement différente. Entre un parent de 2 enfants qui dorment pas la nuit et quelqu'un de 20 ans qui dort tout seul dans son lit et qui a pas trop de boulot, les récupérations seront pas les mêmes, l'âge n'est pas le même. Donc au final, les impacts ne sont pas les mêmes. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment, voilà, je vais dire s'écouter, ça sera mon seul mot. Je l'ai dit 40 fois, mais je le redis. Faut s'écouter. C'est le mot de la fin, s'écouter. Ah non, j'ai une autre question. Mangez vos protes. Manger des protes. Mangez vos protes. Comment reconnaître la limite entre la bonne fatigue et le surmenage, le surentraînement en gros? Parce qu'en fait, dans le fond d'une séance, en fait, qu'on soit fatigué ou pas, il y a toujours ce petit... Alors, ça c'est très dur à percevoir. C'est aussi pour ça qu'il faut être bien encadré. On le perçoit pas à la fin de la séance. On le perçoit déjà avant la séance. Si on est sur un bon rythme de programmation ou si on va le ressentir. Moi je vais vous le dire au premier endroit, c'est le matin quand vous allez vous réveiller. Si vous êtes quelqu'un, alors qui déjà vous levez toujours la tête un peu dans le cul, bon déjà voilà, mais si vous levez vraiment la tête dans le cul, que vous commencez à traîner au lit, que vous n'avez pas forcément faim, que vous perdez même des fois la motivation de vous entraîner, que même si la séance a l'air cool, vous n'avez pas forcément envie de vous y lancer, on met du temps à se chauffer, là c'est tous les signaux alerte rouge, c'est qu'il y a vraiment un problème, c'est que votre corps vous demande d'arrêter, vous êtes allé trop loin, et il y a encore d'autres signaux, mais c'est vraiment les principaux. Moi la perte de plaisir. À partir de la perte du plaisir, je pense que c'est déjà trop tard, c'est déjà bien trop tard, mais quand vous commencez à vous lever vraiment fatigué, alors il y a se lever fatigué un jour, et le lendemain on se relève, tout va bien. Ok, c'était passager, peut-être que le WOD de la veille vous a mis KO nerveusement, ou la barre de la veille vous a mis KO nerveusement, l'entraînement, voilà, ou peut-être que vous avez fait un trail le samedi, le lundi on se lève un peu fatigué, la récupération a fait mal le dimanche, et du coup le lundi, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Quand ça commence à être récurrent ou tous les jours, là faut vraiment se poser, là c'est vraiment que vous êtes en alerte rouge et que c'est trop de volume, votre corps n'a pas le temps de récupérer. Et après, la question peut être sur différents points du coup. C'est peut-être pas forcément votre entraînement, mais du coup, pas assez de récupération ou pas une bonne nutrition ou un bon sommeil qui permet de récupérer en optimisant. Donc, ça peut être facile de réduire l'entraînement et du coup, forcément, ça va gommer un petit peu ça. Mais le jour où vous allez remettre du volume d'entraînement, ça va garder le problème.
Donc si le problème est ailleurs, c'est aussi là qu'il faut être encadré et savoir l'orienter. Non, c'est compliqué parce que l'entraînement aussi peut avoir un aspect anorexigène quand il y a beaucoup de volume. Parce que, alors, il y a des personnes pour qui l'entraînement donne faim, mais il y a des personnes pour qui l'entraînement coupe aussi beaucoup l'appétit. Sur des entraînements tard où on ne va pas avoir faim le soir. Et en fait, si on s'écoute de ce côté-là, ce que je conseille quand même aussi, parce que l'idée c'est pas de perdre totalement les sensations, mais sur des athlètes qui vont s'entraîner beaucoup, qui vont avoir de gros apports énergétiques, il faut quand même être vigilant pour pas tomber aussi dans un déficit calorique non souhaité. En fait, on peut être en déficit et avoir une alimentation qui couvre pas les besoins et qui permet pas une bonne récup, tout simplement parce que parfois l'entraînement va être anorexigène et que du coup on n'est pas en capacité de s'alimenter assez pour subvenir aux besoins de cet entraînement-là. Ça arrive. Non, mais c'est clair. Je parle sur des apports quand on commence à devoir couvrir du 3000, 3005, 4000 cal, où là... ouais, c'est déjà épais. Ça fait épais, mais du coup, faut les manger. Et parfois, quand on n'a pas très très faim, ça peut être compliqué sur certaines journées, quand on s'entraîne 2 fois, par exemple, pour aller déjà caler autour des entraînements le volume de calories, c'est compliqué. Du coup, il faut quand même être vigilant à ça, c'est important. Et on peut sentir aussi qu'on n'est pas du tout dans une bonne fatigue. Si on se lève effectivement, comme tu disais, très fatigué plus que d'habitude et être irritable, ce genre de choses-là, quand vous sentez que tout vous pique, tout vous stresse plus que d'habitude. C'est surtout un changement d'habitude. Parce que, comme je dis, il y en a qui se lèvent toujours la tête dans le cul, mais il y en a qui sont toujours aigris aussi, faut le dire. Mais si celui qui est aigri est encore plus aigri que d'habitude, voilà, ça va vite se sentir. Mais pareil pour quelqu'un, là où ça se voit le plus, c'est quelqu'un qui est toujours jovial, etc. Si d'un coup tout le fait chier, tout le machin, pendant plusieurs jours, etc. C'est quelque chose qui va pas dans le nerveux, dans le système nerveux. Après, chez la femme, il y a aussi l'histoire des cycles. Qui peut être en compte. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai, et ça, je l'explique. D'ailleurs, c'est vrai qu'on aurait pu faire un thème là-dessus. C'est vrai qu'on aurait pu faire un thème là-dessus, parce que dans ce que je disais, que je distribue du coup au début de chaque programmation, il y a 1 page et demie, et je pense que du coup, c'est ça le plus gros paragraphe après la fatigue. C'est les règles dans la programmation, et c'est, le cycle menstruel tout court, et c'est hyper important, parce que mesdames, vous n'avez pas de chance. Et c'est vous qui êtes le plus impacté sur la force et sur les ajustements des charges d'entraînement et de volume d'entraînement, parce que c'est vous qui avez besoin de plus vous écouter dans ces périodes-là. Alors déjà, vous êtes très irritable. Ça dépend, parce qu'en fait, tu as des phases du cycle où tu vas être à fond ballon, et tu as des phases du cycle quand la phase lutéale commence, c'est là où ça commence à être très compliqué sur la gestion de l'humeur, du sommeil, de l'appétit aussi, fringales sucrées, etc. Clairement. C'est hormonal, C'est hormonal. On a une diminution des œstrogènes et parallèlement la progestérone qui du coup va être augmentée par rapport à d'habitude les taux d'œstrogènes. Donc un appétit majoré, généralement on se dirige pas vers un plat de pâtes complètes et d'haricots verts, donc c'est avec des envies plutôt sucrées ou grasses parfois aussi. L'humeur qui va être un peu dans les choux parce que la sérotonine elle prend un coup de calgon aussi, et en fait ça c'est tout à fait normal et il faut pas s'en vouloir ou culpabiliser parce que c'est tout à fait lié au cycle quoi. Et à l'inverse on va avoir des moments fin de phase folliculaire, ovulation, là c'est trop bien, envie de claquer un PR, vous avez l'impression que les charges que vous portez vous les sentez pas, et c'est totalement lié aux hormones. C'est clair, il faut savoir jongler avec. En fait, il faut savoir. Et ça, c'est très peu proposé dans les programmations. Dans les programmations, c'est même quasiment jamais proposé. Moi, j'ai trouvé que c'est la chose la plus importante parce que, au final, c'est la chose à laquelle il faut le plus se confronter. Et en CrossFit, c'est parce que je coach quand même beaucoup de CrossFit, mais c'est quelque chose qui est très oublié. Et même dans mon coaching de tous les jours, j'essaye de l'appliquer et de penser aussi justement à ça. Pour les filles qui peuvent être sujettes et qui n'ont pas forcément envie de le dire. Je parle souvent de manière générale et je comprends très vite les filles qui peuvent y être sujettes. Elles font toujours des petits regards, etc. Et c'est du coup à nous d'adapter ce moment-là. Mais c'est pour ça que j'ai voulu faire un énorme pavé, d'écrire et expliquer à l'écrit avant, quand je distribue une programmation, comment apprendre à dealer, à jongler avec ça, parce que souvent vous savez même pas non plus faire. Vous savez vous déjà, en occuper. Déjà, faut identifier le cycle. Faut l'identifier, mais il faut surtout du coup savoir que quand je suis dans telle période, etc., qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est possible de faire et qui ne me dérangera pas dans la prog, qui me déréglera pas mon entraînement. Donc au final, vous passez d'un goulot d'une certaine taille à un autre en termes de variété parce que vous pouvez le faire parce que vous n'avez pas la même énergie, vous n'avez pas les mêmes, et ça dépend d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre, et c'est pour ça que j'ai préféré l'expliquer, le détailler, ça vous permet d'apprendre des choses. Moi, à chaque fois que je le distribue, on me dit ah ouais, il se passe vraiment ça, etc. Et je pensais que c'était beaucoup plus connu, mais au final pas tant que ça. Donc c'est
je suis content de l'avoir fait et j'essaie de le développer encore parce que j'en apprends encore et que c'est super important que vous sachiez dealer avec ça. Ça évite aussi que forcément vous veniez me poser des questions à chaque fois que dès que vous êtes dans un cycle, etc. Parce que sinon j'ai toujours les mêmes questions. Au moins vous êtes au courant et ça vous fait gagner du temps, ça m'en fait gagner. Et au moins vous avez des connaissances en plus. Donc non, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on aurait pu penser à cette question. On pourrait penser la En prochaine. effet. Ouais, il faudrait on peut aborder ça sur la femme et la gestion. Mais même que ça peut être la femme enceinte, ça peut être les personnes âgées. C'est vrai qu'il y a plein de... Il y a plein de trucs. Ouais. Mais sur la femme et les cycles, ça peut être bien parce que moi j'ai eu ça en consultation. Enfin, j'ai eu une patiente qui me disait mais en fait je me sentais je me sentais comme une merde alors que 2 semaines avant la charge je la prendais totalement, j'étais trop bien avec. Je dis mais c'est normal. C'est totalement C'est normal. totalement normal. Donc c'est vrai que ça peut être abordé, même en termes d'alimentation, il y a des choses à faire parce qu'on a différents aussi niveaux d'inflammation. Clairement. Au moment des menstruations, généralement, rétention d'eau, prise de poids, inflammation majorée, donc il y a des petites choses à faire sur le côté alimentation qui peuvent être cool aussi. Donc voilà. Mais ça, ouais. Sur la perte de poids, c'est aussi un nickel. Fin du live. Je veux clôturer. Une bière. Ah voilà. Très sérieux. Franchement, merci à vous deux. Non, merci à vous. Franchement, il y avait pas mal de bons trucs pour l'intégrer en fait. Ouais. On n'a pas eu forcément le temps de tout aborder. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut encore aborder du coup. Et ça sera déjà sûrement d'un prochain live. Si Enzo veut bien revenir avec nous. Mais bien sûr. Bien sûr, je suis très bien accueilli. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Je sais pas, ouais, du coup, je sais pas s'il y a des questions. Non, mais je prends un peu ton rôle au cas où, mais. Ah, t'as raison. Comme ça, la prochaine fois, je serai pas sûr d'être. Si. Ça va, on a été à l'aise. Vous m'avez un peu dérangé de temps en temps. Mais j'ai essayé d'être à l'aise. On dérange personne. Non, vous m'avez fait rire. Ça me Ça déconcentre. va, on était concentrés. Dissipé pour Il n'y certains. a pas de questions du coup. Il n'y a pas de questions. Allez, On est bah, nickel. Bah, écoutez, merci. Ciao, Allez, ciao. ciao. La bise.